Au début des années 1060, Ferdinand Ier de Léon se trouvait dans une position qu'aucun souverain chrétien en Espagne n'avait connue depuis la conquête arabe du 8e siècle. Les émirs des plus grandes villes mauresques d'Al-Andalus étaient en tous désireux de lui plaire. L'émir de Séville, Al-Mu'tadid, en plus de son important paiement de tribut annuel, promit même de donner à Fernando les reliques de l'un des plus anciens patrons de l'Ibérie chrétienne, saint Isidore. En 1063, Fernando envoya l'évêque Alvito de Léon et le comte Munio Muñoz à la tête d'une compagnie de chevaliers à Séville, où l'émir les reçut avec bienveillance. L'Historia Silence raconte qu'avant de remettre le cercueil contenant le saint aux chrétiens, Al-Mu'tadid jeta un tissu brodé dessus et soupira. « Maintenant, tu quittes cet endroit, vénéré Isidore. Tu sais bien à quel point ta renommée était la mienne. » Fernando fit inhumer le corps du saint dans une nouvelle église à Léon, construite à la demande de la reine Sancha. Cette église serait un mausolée pour la famille royale. C'est dans cette atmosphère triomphante de la cour léonaise que le jeune Rodrigo Diaz, El Cid, atteignit sa majorité. Au cours de ces années, Rodrigo reçut la ceinture de chevalerie du prince Sancho lui-même et commença à se distinguer par des exploits militaires. On apprend que Rodrigo qui vainquit un chevalier navarrais nommé Jimeno Garcés en combat singulier et tua un guerrier sarrasin de Medina Kelly. Mais en 1063, Rodrigo allait faire ses débuts lors d'une grande campagne. Au printemps de cette année-là, Ramiro Ier, roi d'Aragon, attaqua les terres d'Al-Muqtadir, le souverain mort de Saragosse. Situé au nord de l'immense et riche taïfa de Saragosse, le petit et tout nouveau royaume d'Aragon s'enrichissait grâce au passage des pèlerins dans sa principale ville, Huesca. Depuis quelque temps déjà, le roi Ramiro convoitait les riches territoires de Saragosse dans la vallée de l'Èbre comme une zone d'expansion naturelle. Cependant, Saragosse payait un tribut au roi Fernando de Léon, et ainsi, lorsque Ramiro attaqua et conquit la ville de Graus, Al-Muqtadir fit appel à son suzerain léonais pour obtenir de l'aide. Fernando n'était pas du tout à l'aise avec les ambitions de Ramiro sur Saragosse. Non seulement il tirait un important tribut de la taïfa mort, mais il la destinait aussi à une future expansion léonaise. Ainsi le roi chargea son fils, Sancho le Fort, de marcher au secours de Saragosse. Rassemblant une force castillane qui comprenait Rodrigo Diaz, le prince Sancho marcha sur Graus en mai 1063. Là, les Castillans livrèrent bataille aux Aragonais, et le roi Ramiro lui-même fut tué lors de l'affrontement. Les Aragonais se replièrent, et Sancho, avec El Cid à ses côtés, retourna triomphalement à la cour de son père. Les sources fournissent peu de détails sur le déroulement de la bataille, mais Rodrigo s'est probablement distingué pendant la campagne, car sa renommée allait bientôt croître considérablement. La bataille de Graus révèle la complexité de la politique de l'époque. Un prince castillan a vaincu les Aragonais chrétiens tout en défendant le territoire d'un tributaire musulman. Mais de tels affrontements étaient atypiques de l'époque, car les royaumes chrétiens émergents rivalisaient entre eux pour dominer et prélever un tribut sur les riches États musulmans. Les tributs annuels des 4 principaux royaumes morts permettaient à Fernando de lever une armée plus grande que jamais. En 1064, le roi léonais lança la campagne la plus ambitieuse de sa carrière. Il envoya une armée assiéger Coimbra, une ville qui allait devenir le centre du comté naissant de Portugal. Les chrétiens placèrent des béliers tout autour des murailles de Coimbra. Les campagnes de Fernando l'an dernier avaient fortement diminué la capacité de réaction des puissances maures voisines. Finalement, les défenseurs se rendirent et Coimbra passa aux mains de Fernando. Il dominait maintenant 2/5 du nord du Portugal, un territoire bien au-delà de ce qu'avaient pu imaginer ses ancêtres. En 1065, Fernando envahit la taïfa de Valence. Après avoir vaincu l'émir de Valence à la fin de l'automne, il semblait sur le point de prendre la ville elle-même lorsqu'il tomba gravement malade. Le vieux roi retourna rapidement à Léon où il commença à se préparer à la mort. Ce Noël-là, il déposa sa couronne et son manteau sur l'autel de Saint Isidore, se recommandant à Dieu.
Il mourut 2 jours plus tard, étant le premier des grands rois de la Reconquête en Espagne, dont le règne fut l'un des plus déterminants de l'histoire ibérique. Malgré les gloires du règne de Fernando, ses dernières volontés allaient semer les graines de la discorde. Faisant fi des anciennes traditions de Léon, Fernando divisa son royaume entre ses fils. À son aîné Sancho, il donna la Castille, tandis que son deuxième fils, Alfonso, devait recevoir Léon. Garcia, son plus jeune fils, devait gouverner la Galice et la région nouvellement conquise du Portugal. À son aîné, sa fille Urraca, il donna la ville de Zamora et sa fille Elvira reçut Toro. Fernando, qui était un père fier, désirait que tous ses enfants aient un bel héritage. Il insista pour que ses fils respectent sa volonté et vivent en paix, sachant par ses propres querelles fraternelles combien il était difficile pour les fils d'un roi de partager l'héritage. Bien qu'ils aient accepté de respecter les souhaits de leur père, Sancho, Alfonso et Garcia se montrèrent finalement incapables de maintenir l'amour fraternel que leur père avait tant désiré voir en eux. Peu de temps après avoir enterré leur père et prié sur sa tombe, ils commencèrent une guerre civile féroce qui menaça de saper tout ce que leur père avait construit avec tant d'acharnement. Devenu roi de Castille, Sancho éleva son fidèle partisan, Rodrigo, à une position des plus prestigieuses, le nommant armigé, commandant des armées royales. En somme, le Cid était devenu le bras droit du roi. C'était une position très honorable mais aussi exigeante, plaçant Rodrigo à la tête du recrutement, de l'entraînement et du maintien de l'ordre parmi les guerriers du roi. La prouesse martiale seule ne suffisait pas à rendre un homme performant dans ce rôle. Il devait aussi être un administrateur talentueux. Il devait avoir l'œil d'un expert pour évaluer les armes et les chevaux, et il devait être capable de gérer le paiement des troupes et la distribution du butin. Il devait être prêt à agir en tant que principal conseiller militaire du roi, et il devait être un commandant de terrain de premier ordre. Sans aucun doute, Rodrigo avait démontré des capacités exceptionnelles dans divers domaines pour obtenir une telle nomination. Certains historiens pensent que c'est pendant cette période que Rodrigo a reçu son premier surnom, celui sous lequel il était connu avant d'être appelé El Cid Campeador. Remontant à la fin de l'époque romaine, ce titre se traduit essentiellement par « maître du champ de bataille ». Dans une armée romaine du IVe ou du Ve siècle, le terme était utilisé pour désigner un instructeur de régiment. La reine Sancha vieillissante désirait ardemment voir la paix maintenue entre ses fils, et tant qu'elle vécut, ses enfants respectèrent ses souhaits. Mais en 1067, la reine veuve mourut finalement, et la guerre civile éclata presque aussitôt entre les héritiers du défunt Fernando. Sancho fut le premier à ouvrir les hostilités contre ses frères. En 1071, Sancho priva son frère Garcia de la Galice, le forçant à fuir vers le sud à Coimbra, où il put résister pour le moment. L'année suivante, Sancho, accompagné de son chevalier El Cid, envahit Léon, qui était toujours sous le contrôle de son frère Alfonso. Les forces de Castille et de Léon s'affrontèrent lors de la bataille de Golpera. Rodrigo porta l'étendard de son roi et se distingua lors des combats. Comme d'habitude, Sancho fut victorieux, fit prisonnier Alfonso et se fit couronner roi de Léon le 12 janvier. Sancho entra alors au Portugal. Garcia s'enfuit chez les morts et se réfugia auprès de l'émir de Séville. Sancho exila également Alfonso en territoire mort. Alfonso trouva refuge auprès d'Al-Mamun de Tolède. Ainsi, en 1072, le fils aîné de Fernando Ier semblait avoir complètement soumis ses frères, s'imposant comme le maître de tout le royaume de son père. Cependant, il y avait de l'agitation dans les terres de Sancho, certaines factions du clergé et de la noblesse refusant d'accepter son usurpation du testament de Fernando Ier. L'évêque de Léon avait carrément refusé de couronner Sancho, et sa sœur aînée, Urraca, ne voulait pas reconnaître sa revendication sur l'héritage d'Alfonso. Avec ses chevaliers, Urraca se retira dans sa forteresse de Zamora, d'où elle pouvait facilement communiquer avec Alfonso à Tolède. Croyant que sa sœur complotait avec leur jeune frère, Sancho, accompagné d'El Cid, marcha vers le sud pour assiéger Zamora. Ici aussi, Rodrigo combattit vaillamment pour son roi, mais au cours des opérations,
un assassin inconnu tua Sancho devant les murs de la forteresse le 6 octobre 1072. Tout changea soudainement. Alfonso revint alors en triomphe pour reprendre Léon et Castille également, puisque Sancho était mort sans enfant. Il est indéniable qu'Alfonso bénéficia grandement de la mort soudaine de son frère. Cela a probablement suscité beaucoup de soupçons à l'époque, surtout chez Rodrigo et d'autres membres du cercle rapproché de Sancho. Alfonso était-il derrière l'assassinat de son frère aîné ? Avait-il commandité l'assassinat ou avait-il été impliqué d'une manière moins directe ? À l'époque, personne n'a pu relier de façon concluante Alfonso à la mort de Sancho, et c'est toujours le cas aujourd'hui. L'identité de l'assassin de Sancho est inconnue des historiens, et il ne nous reste qu'à spéculer sur qui aurait pu être le meurtrier et quelles auraient pu être ses motivations. Bien qu'Alfonso ait beaucoup gagné de la disparition de son frère, ce fait à lui seul ne prouve pas sa culpabilité. Mais les soupçons qui pèsent sur Alfonso n'ont jamais été dissipés et ne le seront probablement jamais. Des doutes persistent depuis longtemps sur l'implication de la princesse Urraca, mais nous ne pouvons toujours pas la relier au crime. Parce qu'Alfonso et Urraca agissaient souvent ensemble, la princesse a longtemps été accusée d'avoir comploté avec Alfonso. Avec le temps, ce scénario s'est développé parallèlement à la légende d'El Cid lui-même. Au XIIIe siècle, les poètes chantaient que Rodrigo exigeait publiquement qu'Alfonso jure sur les évangiles qu'il était innocent de la mort de Sancho. Cette scène célèbre et puissante est l'une des images les plus mémorables et reconnaissables d'El Cid, le chevalier loyal réclamant justice pour son maître tombé. Malgré l'attrait de cette histoire, elle est totalement absente de nos sources les plus anciennes et porte tous les signes d'une légende postérieure. En effet, notre principale source sur la vie d'El Cid, l'Historia Roderici, ne laisse même pas entendre qu'Alphonse aurait pu avoir quoi que ce soit à voir avec l'assassinat de Sanche. On ne peut que spéculer sur les émotions ressenties par le jeune Rodrigo après cette succession d'événements choquants. Rodrigo avait grandi aux côtés de Sanche et lui était resté entièrement fidèle. Maintenant, Sanche était mort, et l'homme qui avait pris le pouvoir à sa place était entouré de soupçons. Peut-être que Rodrigo, en tant que bras droit de Sanche, n'aurait pu espérer aucune place dans la nouvelle administration d'Alphonse. Et pourtant, l'Historia Roderici dit ce qui suit. Après la mort du seigneur de Rodrigo, le roi Sanche, qu'il avait soutenu et beaucoup aimé, le roi Alphonse le reçut avec honneur comme son vassal et le garda dans son entourage avec une affection très respectueuse. En fait, Rodrigo semble être passé facilement au service du roi Alphonse. Peut-être que Rodrigo nourrissait des soupçons, mais il n'était pas en position de refuser son service au nouvel homme sur le trône. Alphonse n'avait aucun intérêt à s'opposer au chevalier ayant suivi son frère. Il devait favoriser l'harmonie entre Léon et Castille afin de pouvoir gouverner les deux avec succès. Mais bien que Rodrigo ait gagné une place parmi l'entourage militaire d'Alphonse, il ne pouvait pas s'attendre à conserver le poste d'armigé. Alphonse réserve de tels honneurs à son cercle rapproché, et il n'aurait certainement pas placé l'un des principaux compagnons de son frère à un poste aussi important. Sancho fut enterré selon ses souhaits au monastère d'Oña en Castille. Rodrigo faisait sûrement partie des hommes qui ont accompagné le corps du roi défunt jusqu'à sa dernière demeure. Le nouveau monarque fut couronné à Alphonse le VI, roi de Léon et de Castille. Il était destiné à devenir l'un des souverains les plus célèbres d'Espagne. Avec Sancho mort, Garcia pensa qu'il était en sécurité pour retourner au Portugal. Il fut invité par Alfonso et Urraca à une conférence en 1073. À son arrivée, Garcia fut capturé par ses frères et sœurs aînés et enfermé au château de Luna, au nord de Léon. À ce moment-là, Alfonso le VI, le fils cadet de Fernando Ier, agit rapidement pour rétablir la suprématie hégémonique de Léon Castille, comme cela existait à la mort de son père. La noblesse comme le clergé accueillirent le nouveau roi. Saragosse offrit un tribut au nouveau roi et dès 1074, Alfonso le VI avait déjà rétabli le statut de tributaire d'Al-Mamun, l'émir de Tolède.
Cet été-là, Alfonso, accompagné de troupes de la taïfa de Tolède, lança une vaste campagne contre la Grenade Maure, qui devint également tributaire de Léon.